Un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à cette série spéciale de Ça s'explique, un voyage au cœur de l'univers des crypto-monnaies. Ben voilà, notre mission est presque accomplie. Et dans ce 6e et dernier épisode de notre série, après avoir exploré avec Jeff la naissance, l'expansion et les méandres de ce monde de moins en moins parallèle, on porte cette fois-ci notre regard vers l'avenir. Parce que si les crypto-monnaies et leurs disciples n'ont pas dit leur dernier mot, il y a des failles, des vices et des dérives qui menacent sérieusement les bases de l'utopie initiale. Sans sombrer dans la futurologie ni prétendre être des devins, je pense qu'il y a moyen de deviner les contours d'un horizon fertile en pièges de toutes sortes. Je me demande bien ce qui se trame dans l'esprit du mystérieux Satoshi Nakamoto, créateur désillusionné du Bitcoin face à la lente érosion de son rêve. Salut Jeff. Salut Alexis. Alors, le projet un peu fou de cette bande de techno-utopistes dont on parlait dans le premier épisode, s'est muté en un système de plus en plus complexe et par le fait même vulnérable. Et ce qui l'illustre bien, c'est cet ensemble d'instruments financiers de plus en plus exotiques qui ont été développés à même les crypto-monnaies. Oui, donc on parlait dans l'épisode sur Ethereum de la création de ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Donc, des programmes informatiques qui peuvent vivre sur la chaîne de blocs d'Ethereum, mais sur d'autres chaînes de blocs aussi. Eh bien, il y a des gens qui ont décidé d'utiliser ce concept-là pour créer ce qu'ils appellent le DeFi, donc la finance décentralisée, Decentralized Finance. Le concept est que des entités qui prêtent de la crypto ou qui proposent des instruments financiers en crypto, c'est trop centralisé pour certains parce que c'est un site ou une entreprise avec laquelle on fait affaire et ça, pour certains, c'est trop centralisé. Donc, le concept, c'est d'utiliser cette technologie-là, des contrats intelligents, pour faire des systèmes de prêts ou des systèmes financiers en crypto qui sont complètement décentralisés. Donc, des logiciels informatiques qui vivent sur la chaîne de blocs qui sont 100% automatisés, dont personne gère dans le fond, que tout ça se fait automatiquement. Et ça, ça donne lieu à certains dérapages. Il y a l'écrivain David Gerard qui a écrit le livre Attack of the 50-Foot Blockchain qui compare les systèmes de DeFi à des piñatas pour pirates informatiques. Parce que ce sont comme des boîtes dans lesquelles on met beaucoup d'argent, mais vu que c'est du code informatique qui est automatisé et qu'on ne peut pas modifier lorsqu'il est en ligne, parce que, n'oublions pas, la chaîne de blocs est immuable, c'est important de rappeler. c'est comme une piñata dans le sens que plus on tape dessus, plus on a de chances d'avoir des bonbons qui vont en sortir. Donc, ça donne un incitatif aux pirates informatiques d'essayer de trouver des failles dans le système pour retirer l'argent qui se trouve à l'intérieur. L'autre incitatif au piratage, et pas juste avec DeFi, mais avec l'ensemble de ces instruments-là, très poussés, sophistiqués, c'est qu'il y a énormément d'argent et de profit en jeu, Jeff. Oui, on parle de centaines de millions de dollars parfois dans certains de ces protocoles-là. D'ailleurs, on parlait dans le dernier épisode de l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. Il y avait un protocole DeFi rattaché à ça aussi, des centaines de millions de dollars qui étaient placés dans ces protocoles-là. Il y en a plein de ces entités-là. Et comme je disais, c'est décentralisé, ça s'exécute tout seul sur le web. Il y a supposément personne qui est en charge de ces projets-là. Donc, ça donne lieu à des piratages, des fraudes. Il y a une explosion de la fraude dans le monde du DeFi cette année en particulier. Si on se rappelle, il y a quelques années, il y a eu l'effondrement de l'échange Quadriga CX, donc une échange canadienne de crypto-monnaies qui s'était effondrée. Donc, le fondateur s'était enfui supposément avec les crypto-monnaies de ses utilisateurs. Il y a 120 millions de dollars à peu près qui avaient été perdus dans cet effondrement-là. Et ça a traumatisé quand même la planète. Il y a eu des dizaines de reportages. On l'a qualifié de génie, on l'a porté au nu. Mais si Jerry Cotton était plutôt un bandit des crypto-monnaies qui est crypto-décédé? Il y a eu des documentaires. Il y en a un sur Netflix en ce moment. When I think of somebody who's a criminal mastermind, what we don't think of is a geeky 24-year-old. Il y a eu des balados. Il y en a eu à Radio-Canada. From CBC Podcasts.
The Curious Tale of Gerald Cotton. Ça a causé beaucoup d'intérêt, cet effondrement-là. Ben, si Quadriga CX avait lieu cette année, en 2022, ça serait seulement la 3e plus grande fraude dans le monde de la crypto. C'est ça qui est fou, hein? On n'a pas appris la leçon, en quelque sorte. Non seulement ça, je pense qu'il y a quasiment une désensibilisation à ça. Donc, ah ouais, tu penses? En 2017, quand on voyait des gens perdre 120 millions de dollars dans le monde de la crypto, ça a choqué la planète. Puis là, aujourd'hui, c'est juste, c'est la dernière fraude dans le monde de la crypto, quasiment. Et les fraudes de cette année ont à peine fait les manchettes dans les journaux internationaux. La plus grande fraude cette année, le vol de quelques 620 millions de dollars de jetons dans un jeu vidéo qui fonctionnait sur la chaîne de blocs qui s'appelle Axie Infinity. On en a peu ou pas parlé dans les médias traditionnels, alors que c'est des sommes colossales d'argent. C'est fou à quel point, Jeff, il y a un niveau d'inconscience face à tout ce qui se passe dans l'univers des crypto-monnaies. Il me semble que quand on regarde ça de plus près, il y a des dérives qu'on a déjà vues ailleurs, dans un passé pas si lointain, dans le monde de la finance dite traditionnelle, non? Il y a une blague qui se dit souvent au sein de la communauté de gens qui sont critiques de l'univers de la crypto, qui dit que la crypto est en train de vivre en accéléré des centaines d'années d'histoire de l'économie en quelques années à peine. Donc, la crypto est en train de reproduire des problèmes qu'on a déjà vus dans le système financier traditionnel et qui sont la raison pour laquelle il y a des réglementations en place. Par exemple, on parlait au dernier épisode de Tether. Ça existait, ça, dans les années 1800 aux États-Unis, des banques qu'on appelait Wildcat. Donc, à l'époque, le gouvernement américain ne pouvait pas émettre des billets en papier, pouvait seulement émettre des pièces de monnaie en or ou en argent. Et c'était pas super pratique pour les gens qui veulent voyager ou se promener avec un sac de pièces de monnaie. Donc, il y a des banques privées qui acceptaient les pièces de monnaie et qui donnaient des billets papier privés en échange. Et donc, le concept était qu'on pouvait échanger le billet papier pour des pièces de monnaie. Et ces banques-là étaient aucunement réglementées. Il y en a qui n'avaient pas les réserves nécessaires pour couvrir tous les billets papier en circulation. Donc, si vous avez écouté le dernier épisode, vous voyez peut-être un refrain qui se répète. J'ai parlé il y a quelques semaines à Hillary J. Allen, qui est une professeure de droit à l'Université Washington et qui s'intéresse à la réglementation financière aux États-Unis. Et elle a publié un papier l'année dernière. Elle dit ni plus ni moins que le système DeFi est en train de calquer parfaitement toutes les conditions qui ont mené à l'effondrement du système bancaire traditionnel en 2009. Donc, l'ironie de la chose, que Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin en réaction à cet effondrement-là. Et là, 13 années plus tard, on se retrouve avec les mêmes instruments financiers qui sont créés dans ce système-là, des instruments financiers extrêmement exotiques et de plus en plus complexes. Une des choses les plus bizarres que j'ai vues, ce sont les actifs synthétiques. Donc, dans certains protocoles DeFi, on crée carrément des jetons qui sont indexés non pas à la valeur d'une monnaie nationale comme le dollar US, mais qui sont indexés, par exemple, au cours des actions de Tesla à la bourse américaine. Donc, le jeton vaut toujours le même prix que l'action de Tesla. Il y en a qui sont indexés au prix du blé ou du pétrole ou de l'or ou des choses comme ça. Là, faut préciser, là, on ne mise pas sur ces actifs-là, on mise sur des jetons dont le prix est indexé à ces actifs-là. Donc, ça crée quelque chose de complètement imaginaire. En bourse, quand on spécule sur, par exemple, l'action de Tesla, oui, on peut gagner ou perdre de l'argent en devinant si le prix de l'action va monter ou baisser, mais quand on détient une part de Tesla, on participe quand même à l'économie, on a des dividendes sur ces actions-là. Quand on détient un jeton qui vaut le même prix que l'action de Tesla, c'est pas clair. Dans le fond, ça sert simplement à la spéculation. Et ça, ça inquiète certains de voir toutes ces choses-là extrêmement complexes se déployer dans un environnement qui est absolument pas réglementé. Et on peut pousser l'ironie encore plus loin, Jeff, parce que si, oui, les crypto-monnaies reproduisent à la vitesse grand V les vices du système financier, les crypto-monnaies reproduisent aussi le cadre réglementaire qui régit le système financier. C'est là où ça devient complètement incroyable quand on pense au rêve initial de Satoshi Nakamoto qui a créé, on le rappelle, Bitcoin pour s'exclure du système financier.
Ben là, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Ce rêve est dénaturé. Au lieu de se développer en marge du système financier, les crypto-monnaies s'y incrustent, ou c'est le système, je ne sais pas, qui se les réapproprie. Ouais, ben, il y a un des meilleurs exemples de ça, c'est un tweet qui a été envoyé par Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, en marge là, de l'effondrement de l'écosystème Terra dont on vous a parlé au dernier épisode. Donc, Vitalik Buterin disait que les investisseurs qui ont mis de l'argent dans Luna devraient être remboursés par la fondation derrière Luna et donnait comme exemple que les comptes de banque sont assurés par le gouvernement et donc la même chose devrait être implantée dans le monde de la crypto, ce qui est ironique parce que cette idée-là que les dépôts dans le système bancaire traditionnel devraient être assurés, ça émerge de la réglementation qui répondait justement à des problèmes bien connus dans l'histoire, donc les banques qui se vidaient de leur argent parce qu'il y avait des paniques monétaires. Donc, c'est quand même ironique de voir des acteurs dans le monde de la crypto proposer des choses qui émanent quand même de cet apprentissage-là sur des siècles qui ont mené à la réglementation du système financier. Oui, puis il y a du lobbying dans l'industrie même des crypto-monnaies pour davantage de réglementation de cette industrie qui veut être réglementée, qui veut, en quelque part, c'est pas tout le monde dans cet univers-là, qui veut être régi par des règles déjà bien connues dans le système traditionnel. Il y a des gros joueurs dans le monde de la crypto qui commencent à dépenser de l'argent pour influencer les politiciens, surtout aux États-Unis, et on parle de beaucoup d'argent. Ouais. Il y a un bon exemple, c'est le crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried, qui est le fondateur de l'échange FTX. Lui, il a annoncé au mois de mai vouloir dépenser $1 milliard sur l'élection de 2024, que ce soit pour du lobbying ou pour soutenir des candidats à l'élection. Là aussi, il y a une ironie, là, parce que je suis certain si on demandait à Satoshi Nakamoto et le petit groupe de cypherpunks qui ont créé la crypto-monnaie, il n'y avait aucune question de vouloir connecter le système de la crypto au système financier traditionnel. Tout le contraire, le but était d'évader à toute forme de réglementation. Et si on avait dit à Satoshi Nakamoto qu'il allait avoir des institutions financières, des fonds de pension qui allaient investir dans la crypto-monnaie, je ne sais pas ce qu'il aurait dit. C'est ça, on voit qu'il y a une normalisation de la crypto. Il y a de plus en plus d'institutions financières qui permettent, par exemple, d'acheter de la crypto-monnaie à même l'application de la banque. Aux États-Unis, on voit ça. Il y a des fonds de pension qui investissent en crypto. Au Québec, d'ailleurs, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la CDPQ, a investi 150 millions de dollars dans une compagnie qui s'appelle Celsius Networks. C'est en quelque sorte une banque en crypto, une compagnie qui offre des prêts et des dépôts en crypto-monnaie. C'est une entreprise qui est quand même assez controversée, disons ça comme ça. Et le fait que la CDPQ a investi autant d'argent dans cette compagnie-là, ça lui a prêté une certaine légitimité. Donc, le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, lorsque ça a été annoncé cet investissement-là en octobre 2021, il disait que ça lui donnait un gros coup. Donc, ça montrait au monde que la crypto doit être prise au sérieux, que Celsius doit être prise au sérieux. Et donc, le fait que la CDPQ, qui est, rappelons-le, le plus gros fonds d'investissement au Québec, un des plus gros investisseurs institutionnels en Amérique du Nord, Absolument. Le fait qu'ils investissent dans Celsius, ça apporte de la crédibilité, ça apporte une image de crédibilité dans le monde de la crypto. Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, nous a dit par courriel vouloir collaborer avec les autorités financières tant au Canada que dans d'autres pays. Du côté de la CDPQ, une porte-parole a dit que la Caisse effectue des vérifications vigoureuses avant d'effectuer un investissement et dit vouloir accompagner Celsius dans son processus de réglementation au Canada. Et justement, là-dessus, un petit mot pour dire que votre dossier à toi et Brigitte Noël est disponible sur le site web de Radio-Canada. On va mettre le lien dans la description de cet épisode. Et c'est à lire justement pour explorer encore une fois une autre dimension des dérives du monde des crypto-monnaies. Et là, on parle de la CDPQ. Et tu as parlé d'autres fonds de pension aussi qui investissent dans la crypto. Il y a des gouvernements aussi qui le font, qui veulent carrément se doter de leurs propres jetons indexés, des stablecoins. Oui, donc l'idée est que vu que la crypto existe et qu'il y a des stablecoins qui pourraient créer des remous dans le système financier traditionnel, pourquoi est-ce que les banques centrales n'émettraient pas leur propre jeton? Donc, ça ne serait pas un jeton qui est indexé à la monnaie locale, ça serait carrément un jeton qui représente une monnaie locale, dont la valeur est garantie par le gouvernement en question, tout comme la monnaie traditionnelle qu'on connaît. Donc, le concept est que graduellement, peut-être, les gens abandonneraient les stablecoins qui sont aucunement réglementés, dont il y a plusieurs questions, comme on a parlé au dernier épisode, et adopteraient plutôt ces crypto-monnaies-là nationales.
parce que ça serait plus sûr. Il y a des vives critiques de ces systèmes-là. L'idée que des gouvernements émettent une monnaie qu'on peut traquer sur le web comme ça, parce qu'on sait bien que la chaîne de blocs, elle est relativement transparente. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent de voir ça, qu'on crée une monnaie qui peut facilement être traçable sur le web. Il y en a qui pensent que c'est peut-être pas une bonne idée, mais on voit qu'il y a une certaine volonté de peut-être remplacer certains éléments du monde de la crypto avec des éléments qui sont un peu plus officiels. Et ce que peu de gens savent, c'est que le Canada était en quelque sorte un chef de file. Il y a eu le projet Jasper il y a quelques années où là, déjà, le gouvernement commençait à étudier, à explorer l'idée d'une monnaie numérique. Oui, le Canada a été un des premiers pays à explorer ça. Donc, en 2017, le gouvernement canadien met sur pied ce projet Jasper-là pour explorer la possibilité d'utiliser la technologie de chaîne de blocs de quelque façon là, pour aider le système bancaire traditionnel. Et au dernier budget fédéral, là, il y a de l'argent qui a été mis de côté pour explorer l'idée justement de peut-être créer une crypto-monnaie nationale que la Banque du Canada pourrait émettre une crypto-monnaie officielle du gouvernement du Canada. On ne sait pas encore là, où est-ce que ça va mener et c'est quand même assez, comme j'ai dit, controversé comme projet. C'est au stade de l'exploration, mais il y en a qui ont poussé l'expérience un peu plus loin. Certains pays, je pense au Salvador, au El Salvador, et à la République centrafricaine. Oui, donc ces pays-là ont officiellement adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. En République centrafrique, ce qu'on sait, c'est que l'adoption d'Internet est quand même assez basse dans ce pays-là. Donc, c'est assez difficile à savoir comment on peut utiliser une monnaie qui est 100% numérique si on n'a pas accès à Internet. Au El Salvador, disons que le projet n'a peut-être pas abouti de la façon que le président Nayib Bukele voudrait, je pense. L'adoption du portefeuille numérique national, le Chivo, qui est supposé être utilisé pour envoyer du Bitcoin, on voit que c'est pas généralisé. La plupart des gens au El Salvador ne l'utilisent pas régulièrement. Beaucoup de gens ont tout simplement téléchargé l'application parce qu'on leur donnait un bonus de $30, d'équivalent de $30 en Bitcoin. Ils les ont revendus et n'ont plus jamais utilisé. Selon plusieurs reportages, ça reste quand même très difficile d'acheter des biens dans la vie de tous les jours ou des services avec le Bitcoin. Donc, ça sera à suivre. Il y a une volonté au El Salvador là, d'en faire une monnaie nationale, mais pour le moment, dans la vraie vie, les gens utilisent tout simplement le dollar US. Mais si on prend un pas de recul, Jeff, avec tous les exemples qu'on vient de donner, de convergence entre l'univers des cryptos et celui de la finance dite traditionnelle, à quoi bon? À quoi bon avoir créé ce système-là s'il est de plus en plus réglementé? Une très bonne question. L'idée de base, c'est que la crypto et ces services financiers-là, parallèles en crypto, vont donner accès aux services financiers à une partie de la population mondiale qui n'a pas accès à ces services-là. Dans certains pays où le système bancaire est instable, mal géré, ou dans des pays où il y a de la discrimination carrément envers certaines populations, personne ne peut t'empêcher de créer un portefeuille de Bitcoin. C'est une idée qui séduit beaucoup de gens, mais là, c'est ça. À savoir si, de un, ça va fonctionner, et de deux, si le système de la crypto devient aussi réglementé que le système financier traditionnel, quelle est la différence rendue là? Si, par exemple, le système de la crypto est tellement réglementé qu'on doit prouver notre identité pour acheter de la crypto ou quelque chose comme ça, le but de la crypto n'existe plus, donc c'est plus anonyme. Si on utilise des crypto-monnaies qui ont été émises par des banques centrales ou des gouvernements, là, on vient de mettre de côté l'idée au cœur de la crypto-monnaie. Donc, c'est à savoir si c'est de plus en plus réglementé, justement, est-ce que c'est vraiment de la crypto-monnaie? Ou du moins, est-ce que le but original est respecté? Mais Jeff, ce que tu es en train de décrire, là, c'est pas un constat d'échec? C'est une bonne question. Non, mais parce que si on manque la cible à ce point, de façon si répétée, sur des éléments aussi fondamentaux, au cœur même de l'idée première des crypto-monnaies, en quelque part, on a manqué le bateau, on a raté la cible, on est à côté. Je veux pas être la personne qui dit oui, c'est un constat d'échec et là, dans 10 ans, on se rend compte que la crypto est adoptée et on internationalement et on ressort ressort mon vieux clip. Je pense vraiment qu'il faut avoir une certaine humilité puis on peut pas prédire l'avenir. On ne sait pas comment cette technologie-là va être développée. Il y a peut-être d'autres façons d'utiliser la crypto qui vont être développées dont on ne peut même pas suspecter en ce moment parce que ça n'a pas été inventé, on ne peut pas le savoir. Est-ce que
quand l'Internet a été créé, quelqu'un aurait pu penser qu'on écouterait des vidéos en streaming, que des services comme Netflix existeraient. Peut-être, peut-être pas. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a un argument qui est souvent mis de l'avant que la crypto, c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie et on n'a pas encore trouvé peut-être la meilleure utilité ou la technologie n'a pas encore atteint son plein potentiel. Ben, ça fait 13-14 ans. Ça fait 13 ans. On la dépeint comme une technologie de l'avenir, du futur. Est-ce que c'est réellement le cas, Jeff? En 2009, lorsque la crypto a été inventée, Facebook n'était pas le joueur majeur qu'il est aujourd'hui. Les gens n'avaient pas des téléphones intelligents dans leur poche, ou du moins la vaste majorité de la population n'avait pas de téléphone intelligent. Le monde de la technologie a énormément changé depuis 2009. Le monde de la crypto a aussi changé, mais c'est un peu faux de dire qu'on est dans les débuts de la crypto, là. Il y a d'autres technologies qui ont été créées après la crypto qui ont connu une adoption beaucoup plus à grande échelle dans le monde. C'est un peu difficile de voir ça comme une nouvelle technologie dans l'enfance. Je dirais que c'est peut-être plus dans l'adolescence. Une chose est certaine, c'est que le Bitcoin n'est jamais devenu une monnaie. C'est encore impossible d'acheter des biens matériels avec des Bitcoins. Pas impossible, mais quand même assez difficile. Assez difficile. Et puis ça reste très volatile, encore une fois, là. C'est toujours aussi volatile. Puis si on regarde le white paper de Satoshi Nakamoto, sa volonté de créer une monnaie pour échanger de la valeur complètement décentralisée, qui est impossible à censurer, ben il y a certains aspects de ça que, oui, d'un certain sens, fonctionnent, mais d'un autre sens, si on ne peut pas l'utiliser à chaque jour pour effectuer des transactions, est-ce que c'est vraiment une monnaie? La question se pose. Et l'instauration d'une réglementation de plus en plus rigide, on le constate dans l'univers des crypto-monnaies, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Puis c'est pas ça, en quelque part, Jeff, qui vient alimenter la polarisation qui entoure ce débat-là autour des crypto-monnaies, de plus en plus repris par certains politiciens et figures publiques. L'idée de la crypto devient en quelque sorte une guerre culturelle. On le voit aux États-Unis où chaque fois qu'il y a des propositions de réglementation de la crypto, il y en a qui sautent au rideau, qui disent que c'est une atteinte à la liberté. Au Canada, le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a fait la promotion de la crypto-monnaie. Ça fait vraiment pas consensus. Alors, je suis ici pour acheter mon shawarma avec du Bitcoin. On va le faire, n'est-ce pas? On voit que ses opposants l'ont beaucoup critiqué là-dessus. Ouais. Le problème, c'est que comment faire confiance à quelqu'un qui leur parle de Bitcoin? Quand Pierre dit que tu peux éliminer l'inflation avec le Bitcoin, c'est étrange. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il est dans le patate. Ça va créer des chicanes, j'en doute pas. Plus que des chicanes, des tensions, je dirais, moi. Oui, parce que, en plus, il y a cette idée-là que la crypto devrait être complètement déréglementée pour des raisons idéologiques. Et là, quand certaines personnes voient, par exemple, des autorités financières commencer à serrer la vis, à poursuivre des entreprises de crypto comme ça, on voit ça carrément comme une atteinte, comme le vieux système financier qui essaie de retrouver ses droits puis de reprendre le contrôle et de détruire cette technologie-là qui libère les humains du système financier. Puis là, on saupoudre ça de quelques théories conspirationnistes. Il y en a certains qui en avancent, bien sûr. Comme on l'a vu au premier épisode, c'est assez indissociable de ce projet-là dès le début. Jeff, en terminant, ça me donne un peu le vertige d'y penser, là, tout ce qu'on a parcouru comme chemin en 6 épisodes d'une trentaine de minutes pour couvrir un territoire aussi vaste, mais il ne faut pas perdre de vue le point initial de notre conversation, qui était le rêve de Satoshi Nakamoto, qu'il avait encapsulé en quelque sorte dans son document, son manifeste, le White Paper. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Le Bitcoin est toujours là. Le Bitcoin est de loin la crypto-monnaie la plus populaire. C'est celle qui vaut le plus, du moins en dollars US. Mais quand on regarde l'intention originale, peut-être qu'il ne reste pas tant de choses que ça. Surtout quand on voit comment ça évolue, comment la crypto-monnaie est de plus en plus imbriquée dans le système financier traditionnel, de plus en plus
réglementés et la création d'instruments financiers de plus en plus complexes, le même genre d'instruments financiers qui ont créé l'implosion du système financier traditionnel en 2009. Si Satoshi Nakamoto avait créé la crypto-monnaie pour échapper à ces problèmes-là, ben ces problèmes-là sont revenus un peu comme un boomerang dans l'univers qu'il a créé. Donc, il y a quand même une grosse ironie là à voir ça se développer, surtout au cours des dernières années, non seulement avec l'explosion de la fraude, avec tous les problèmes inhérents à la crypto-monnaie. Est-ce que le potentiel est encore là? Ça reste à voir. Comme j'ai dit, je ne veux pas prédire l'avenir. Il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Pour le moment, si on lit froidement l'intention originale de Satoshi Nakamoto, je pense qu'on n'est pas rendu là. Mais en quelque part, Jeff, tout ça va vivre encore et encore tant qu'il y aura cet instinct très, très humain de l'appât du gain et qui va faire en sorte que des gens vont y croire encore et encore au mirage des crypto-monnaies. Ça, c'est quelque chose qui me dérangeait quand je regardais les réactions à l'effondrement des prix de la crypto là, pendant le mini-crash de la crypto il y a quelques semaines. Beaucoup de gens se moquaient des investisseurs en crypto qui avaient tout perdu leur argent en disant « Ben, t'as investi ton argent dans une monnaie imaginaire, tant pis pour toi, t'as tout perdu, c'était à toi de ne pas faire cet investissement-là. » Je pense que c'est pas super productif de tout simplement se moquer de ces gens-là. Si il y a des gens qui ont investi dans ce système-là, ils ont des raisons, ils ont souvent des doléances qui sont tout à fait légitimes envers le système financier ou même le système politique dans lequel on vit. Il y a des gens qui se sentent laissés de côté par le système traditionnel et la crypto leur offre une sorte d'espoir en se disant, ben, je vais tenter ma chance. Peut-être que je vais doubler, tripler mon argent, puis je vais être riche, puis j'aurai pas besoin de participer au système qui ne fonctionne pas pour moi. Donc, il y a un certain appât du gain de ce côté-là. D'un autre côté, ben, c'est toujours excitant de participer à quelque chose de nouveau. Comme on en a parlé dans l'épisode sur Ethereum, il y a cette idée-là que ces gens-là sont en train de créer le nouveau web, le Web 3, la nouvelle version du web, carrément. On sait que les premières personnes qui ont reconnu le potentiel du web, ce sont des personnes qui sont devenues riches. Donc, il y a cette idée-là de participer à quelque chose d'excitant, de pouvoir potentiellement en profiter, d'être là dans les premières moutures de quelque chose qui sera utilisé par tout le monde dans les années à venir. Donc ça, c'est hyper séduisant. C'est pas nécessairement tout simplement de l'avarice ou des gens qui font des mauvais investissements. Il y a vraiment quelque chose d'humain derrière ça. Puis je pense que vraiment tout jeter ça de côté puis dire, ben, t'as juste à pas investir dans de l'argent imaginaire. C'est pas. Moi, j'ai de la sympathie pour les gens qui se lancent là-dedans parce que il y a des gros problèmes avec le système dans lequel on vit. Peut-être que la crypto, c'est pas la réponse, je sais pas. Mais quand même, là, j'ai une certaine sympathie pour ces points de vue-là. Je pense qu'il va falloir le recul de quelques années pour prendre la pleine mesure de ce qu'amènent les crypto-monnaies dans notre univers économique et financier. En tout cas, je pense que ça a été un beau parcours qu'on a fait, toi et moi, Jeff, pour tenter d'explorer ce phénomène-là, de l'expliquer. J'espère que ça n'a pas été trop ardu pour notre histoire. J'espère aussi, mais on a de la sympathie pour eux. Jeff, merci beaucoup d'avoir été notre guide à travers tout ça. Et je le rappelle, la petite histoire derrière cette série d'épisodes, c'est un courriel que tu m'as envoyé un matin en me disant « Alexis, ça ne te tenterait pas qu'on explique l'univers de la crypto-monnaie? » Nous voilà 3 heures plus tard. Exactement. Merci, Alexis. À la prochaine. Et nous voilà arrivés au terme de ce voyage au cœur de l'univers des crypto-monnaies. Très heureux que vous nous ayez accompagnés pendant ce périple, Jeff Yates et moi. Je vous rappelle, pour ceux qui sont moins familiers avec Ça s'explique, c'est qu'en temps normal, notre balado, il est quotidien. Il décortique l'actualité du lundi au vendredi avec une formule hyper simple. Un sujet, un invité, une vingtaine de minutes pour en jaser. Tous nos épisodes, je parle ici de 750 ou à peu près, sont disponibles en ce moment sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à les écouter ou à les réécouter. Et je suis toujours preneur pour les suggestions d'autres séries spéciales qu'on pourrait consacrer à un sujet bien précis qui vous taraude. Ça s'explique à commercial-radio-canada.ca. L'ensemble de ces épisodes de cette série spéciale a été réalisé par Guillaume Côté-Légaré. À la technique se sont partagé la tâche Steve Côté et Marielle Montminy. Quant à moi, je m'appelle Alexis Delancer et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.